Bonjour à toute personne qui regarde cette vidéo, une vidéo qui sera cette fois-ci quelque peu différente puisque je m'attelle à un sujet un peu plus sérieux, beaucoup plus théorique en fait, puisque comme vous le savez je suis passionnée de littérature, vraiment c'est l'une de mes plus grandes passions si je puis dire, et je suis également étudiante en droit puisque je suis actuellement en première année de master. Et j'ai justement suivi en fait lors de ce premier semestre un cours de droit et de littérature, ce qui m'a mené à m'intéresser davantage en fait à l'imbrication, si je puis dire, à la coordination de ces deux matières. Et je me suis dit pourquoi ne pas réunir justement dans une vidéo ces deux matières qui me tiennent à cœur. Alors c'est un sujet qui est extrêmement large et j'ai tendance à énormément parler. J'ai d'ailleurs tenté en fait de suivre un plan avec beaucoup de détails, mais je vous avouerai que j'ai quelque peu procrastiné, donc en fait je vais suivre le fil de mes idées tout en essayant de rester claire afin de ne pas me perdre et de ne pas vous perdre. Donc j'espère que ce sujet vous intéressera. Je tenais toutefois à vous dire que je n'ai pas la prétention en fait de fournir un travail universitaire ou autre. C'est simplement des recherches que j'ai faites de mon côté, des recherches que j'ai faites par le biais de mon cours ou par le biais de lecture. Donc ce n'est pas non plus une source vraiment voilà, professionnelle ou autre. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez indulgent, indulgente. Et c'est parti. D'abord, avant d'entrer pleinement entre guillemets dans l'étude de cette coordination des deux domaines, je me suis posé une question qui m'est venue en fait quand j'ai réfléchi à ce sujet par rapport à la littérature. Je me suis dit, mais à quoi sert la littérature? Et c'est une question qui amène une myriade de réponses tout autant intéressantes les unes que les autres. Ça pourrait d'ailleurs faire le sujet d'une vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas. Donc je vais pas m'éterniser en fait sur cette question, mais pourquoi je me suis posé cette question en fait, c'était surtout pour me demander si un écrivain, une écrivaine avait spécifiquement pour but d'être engagé en publiant une œuvre en fait. Et à partir de quel moment on peut, entre guillemets, désigner tel auteur d'engagé, telle œuvre d'engagé? Quels sont les critères spécifiques? Et de ce fait, comment la littérature, entre guillemets, interagit avec le domaine du droit, comment la littérature s'imbrique, qu'est-ce qu'elle lui apporte. En effet, j'ai réfléchi à cette question et il est clair que en fait, certaines œuvres peuvent être considérées comme de simples divertissements, entre guillemets, tandis que d'autres vont réellement mener à une réflexion poussée, vont prendre parti sur des sujets plutôt substantiels. Mais en même temps, je me suis dit, mais toute œuvre, quelle qu'elle soit, peu importe la qualification, la catégorie qu'on lui donne, en fait, nous apporte forcément quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir un livre et en ressortir inchangé, en fait. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que, à mes yeux, la littérature a vraiment un apport, mais bénéfique, et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important justement de lui redonner ou en tout cas de célébrer son importance pour ensuite pouvoir l'affilier à d'autres domaines tels que par exemple le domaine juridique. Donc voilà, c'était tout simplement un petit apport que je tenais à faire durant cette introduction qui se fait quelque peu longue, mais voilà, c'est une question qui vraiment me taraude et j'aimerais pouvoir la développer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sur ce, commençons cette vidéo. Dans un premier temps, je tenais à présenter le courant de droit et littérature. Donc j'ai plusieurs notes à ce sujet. Donc si je baisse la tête, c'est normal. Donc le mouvement de droit et littérature, allez-vous me dire, puisque en effet ce mouvement demeure plutôt inconnu et moi-même lorsqu'on m'en a évoqué l'existence, je me suis dit d'accord, enfin j'étais pas vraiment éveillée à ce sujet et à ce courant. Courant qui en effet est trop peu démocratisé, surtout en France en fait. Il faut savoir que ce mouvement donc, de droit et littérature trouve son assise théorique aux États-Unis. Il existe en effet depuis la fin du 19e siècle et il fut démocratisé par plusieurs professeurs de droit privés aux États-Unis
et je vais vous en citer quelques-uns avec leurs ouvrages. On peut par exemple citer Eugene Wangboth, donc j'espère que je prononce bien son nom, qui publie en effet en 1892 Lecture facile pour les étudiants en droit. Professeur de droit de renommée plutôt importante, qui est John Wigmore, un pénaliste en fait, qui va justement mettre en exergue l'importance de la littérature, puisqu'il va en fait procéder à une liste qui va s'appeler les Legal Novels. Et l'idée en fait est que chaque juriste devrait tous les jours en fait lire ces romans afin justement d'avoir une connaissance juridique beaucoup plus aiguisée et une culture beaucoup plus accrue. L'importance en fait de cet auteur, je tiens à souligner le fait qu'il fut d'ailleurs convoqué par le bureau de Chicago qui en fait voulait constituer une bibliothèque consacrée aux romans juridiques. Donc de 1912 à 1943, il va faire des listes de romans. Au total, on aura 2150 titres et il les a classés. Donc je vais vous donner quelques exemples de types de romans. Donc par exemple, on avait des romans avec une scène de procès avec un interrogatoire, des romans où sont décrites les méthodes judiciaires de détection, de poursuite, de sanction du crime. Voilà. Là, on remarque qu'on a un lien beaucoup plus étroit en effet entre le droit et la littérature, puisque là, en fait, il consacre entre guillemets une méthode littéraire pour appréhender en fait le domaine juridique. Et ensuite, on va voir Richard Weisberg, j'ai toujours peur de mal prononcer leur nom, donc je m'excuse, qui a repris justement la liste en question pour l'enrichir. Et cette personne en fait a beaucoup plus d'influence, beaucoup plus entre guillemets de crédibilité, puisqu'il est spécialiste en littérature. Donc on remarque que voilà, beaucoup de personnes interviennent en fait dans ce domaine afin d'asseoir une certaine approche littéraire pour le domaine juridique. Vous devez sans doute le savoir, mais au sein du droit même, qui est un panel très large, on a diverses branches, telles que par exemple le droit de l'environnement, le droit administratif, le droit du commerce, mais en fait, ce qui va prévaloir au sein de cette approche littéraire, c'est le droit pénal. Et on va retrouver en fait plusieurs auteurs qui sont connus, tels que Balzac, tels que Shakespeare, tels que Camus. Et en fait, la logique qui était mise en avant ici, c'était en fait de procurer et d'offrir aux juristes une approche littéraire afin de pouvoir avoir un regard beaucoup plus éveillé, beaucoup plus réaliste entre guillemets sur la réalité auquel ils allaient être confrontés dans le cadre de leur vie professionnelle ensuite. Alors pour finir, je voulais citer Benjamin Cardozo. Benjamin Cardozo qui lui n'a pas seulement été du côté de la théorie, mais aussi de la pratique en fait, puisqu'il a été juge. Donc il a vraiment été consacré à la réalité du monde extérieur en fait. Et ce juge en fait a écrit un article fondateur d'ailleurs qui s'intitule Droit et littérature, donc on retrouve cette alliance des deux domaines où il va en fait théoriser l'intérêt pour le juriste de lier le droit et la littérature, puisque pour lui en fait la littérature est un outil efficace qui va permettre aux juristes de mieux comprendre les textes, de mieux appréhender en fait la forme des arrêts, des décisions, etc. Alors là, vous pouvez me dire, et à juste titre, d'accord, mais en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut dire qu'en France, on n'a pas réellement d'assises comme ça d'un courant de droit et de littérature, et on peut d'ailleurs le remarquer dans notre réalité, en fait, puisque par exemple, dans les universités, on n'a pas réellement de matière fondamentale, par exemple droit et littérature, où on nous présenterait l'intérêt des deux matières. Donc en fait il y a vraiment une carence à ce niveau et c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important de souligner l'importance de la littérature en elle-même bien sûr, mais également par rapport à plein d'autres domaines de notre vie où elle peut se révéler être un outil mais réellement efficace, réellement bénéfique et une sorte d'ouverture sur le monde
notre monde intérieur mais également notre monde extérieur et je pense qu'on l'oublie très souvent. Alors il est vrai qu'en France on n'a pas réellement de mouvement de droit et littérature, mais il est substantiel de noter qu'on a tout de même des grandes positions d'auteurs en fait qui vont utiliser leur pouvoir en fait puisque la littérature, puisque les mots ont réellement un impact sur notre société et d'ailleurs on peut remarquer que bien que certains ouvrages puissent être décriés à une époque, je peux penser par exemple à Flaubert qui a eu un procès en fait à propos de son œuvre Madame Bovary pour cause en fait d'outrage à la morale. En fait, on remarque qu'aujourd'hui on parle encore pleinement de cette œuvre. Elle est d'ailleurs étudiée dans les cursus scolaires. C'est une œuvre qui aujourd'hui s'érige parmi les plus grandes. Et on remarque également que certaines œuvres aident profondément à aider notre société à aller vers un côté beaucoup plus progressiste, à avoir des idées beaucoup plus tolérantes, à parvenir à supprimer ou entre guillemets on va dire à réveiller la conscience de certaines personnes par rapport à certaines injustices. Je me posais la question donc, au début de la vidéo sur l'intérêt de la littérature. Et en fait, la littérature, c'est un peu comme une relation amoureuse, ou comme une relation tout court d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose de passionné, ça peut être quelque chose de dévorant, ça peut être quelque chose qui va nous transcender, mais jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Enfin, je sais qu'il y a des œuvres qui m'ont réellement bouleversée, qui m'ont transcendée, et j'ai fermé le livre sur ces dernières lignes et je me suis dit je ne serai plus jamais la même personne. Donc je sais pas si je suis dans une espèce d'hyperbole ou d'exagération, mais à mes yeux, la littérature est réellement une relation amoureuse qui nous permet, je vais peut-être un peu trop loin, mais qui nous permet en fait d'avoir un regard totalement différent lorsque l'on finit cette lecture et les lectures en fait demeurent en nous, elles fleurissent en nous parfois à certains moments de notre vie, quand on se sent prêt, quand on se sent prête, quand on en a besoin, quand on se retrouve confronté à une situation qu'on a déjà pu retrouver dans les lignes de certains auteurs et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc là je m'égare un peu, mais ce que je tenais à dire c'est que justement il y a énormément d'écrivains français qui ont permis en fait de faire évoluer les choses et qui ont usé entre guillemets de leur posture, de leur notoriété, de leur pouvoir si je puis dire à bon escient. Donc je peux par exemple citer Zola avec J'accuse qui est d'ailleurs en fait c'est d'ailleurs ce que j'ai étudié en 5e si mes souvenirs sont justes, donc c'est pour dire que ça a vraiment marqué les esprits et ça les marque encore aujourd'hui. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'on en prenne conscience et qu'on n'oublie pas à quel point en fait de simples mots peuvent réellement avoir un impact et une influence à petite échelle mais également à une échelle beaucoup plus importante et beaucoup plus large. Je peux également parler de Mauriac, donc là c'est un autre cadre totalement différent de Zola. Mauriac qui, lui, en fait, a fait la chronique du procès de Jeanne Favre-Bulle qui était en fait accusée pour meurtre. Donc on retrouve en fait la littérature qui s'imbrique avec le domaine juridique, mais avec des angles de vue totalement différents. Cette affaire de Jeanne Favre-Bulle. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que je ne fais pas de droit pénal, donc j'ai pas non plus un regard parfait à ce sujet. Mais justement, on en a parlé en cours en fait de cette affaire et c'est une affaire qui m'a marquée, donc je la connaissais déjà de nom, etc. Donc pour vous la résumer de façon plutôt rapide, si je puis dire, je caricature, c'est une femme qui va quitter son mari pour rejoindre son amant. Toutefois, son amant va lui imposer un ménage à trois, situation qu'elle ne va pas supporter et raison pour laquelle elle va tuer son amant et l'autre femme en fait qui était également dans ce ménage à trois. Alors en fait cette femme donc, va être condamnée à 20 ans de travaux forcés en fait pour meurtre, pour assassinat, pour homicide volontaire et en fait
Ce que je trouve intéressant dans ces chroniques de Mauriac, c'est qu'en fait, il va critiquer. Et je trouve justement que la littérature a vraiment un intérêt très fort à ce niveau-là, puisqu'en effet, la littérature nous permet tout d'abord d'avoir à notre disposition des opinions plurielles, diversifiées, mais également de développer un esprit critique. Et franchement, enfin, je pourrais faire l'éloge de l'importance en fait de développer son esprit critique. Enfin, c'est extrêmement important, et parfois j'ai l'impression on est un petit peu lobotomisé et on oublie justement de faire preuve d'esprit critique, et c'est ce qui manque. Et justement, je pense que la littérature est un outil vraiment efficace à ce sujet. Donc en l'espèce, ce que j'aime, donc après voilà, on rejoint, on ne rejoint pas, peu importe, mais ce que j'aime en l'espèce, c'est qu'il va vraiment apposer une critique, plus particulièrement sur le procès en lui-même, et le fait que en fait un procès ne sera peut-être jamais suffisant pour juger de la complexité d'un acte. Et il va également se moquer des jurés. Donc là, il y a la question de se dire, est-ce que ces personnes-là sont légitimes en fait à juger de l'acte commis par cette femme? Comment aussi pouvoir être désigné comme légitime en fait à pouvoir juger de l'acte d'autrui, et donc avoir une incidence aussi forte sur l'avenir d'une personne. Esprit critique, je pourrais également citer Jean Giono et ses notes sur l'affaire Dominici. Toutefois, je ne l'ai toujours pas lu, je n'ai pas encore pris le temps, mais en fait c'est une reconstitution du dossier de l'affaire, et je trouve que c'est également un angle de vue très intéressant, puisque là en fait c'est comme si les écrivains cherchaient à reconstituer le dossier. Et donc voilà, je fais pas de catégorie entre les personnes, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'une personne écrivaine sur une affaire juridique, puisque en fait il aura une vision des choses qui sera totalement différente, par exemple d'une personne qui serait juriste et qui analyserait l'affaire en fait sous un angle complètement différent. Et puisque la littérature, puisque l'écriture nous permet d'apposer un avis appuyé, d'avoir des opinions pleinement engagées, je trouve que c'est pleinement intéressant en fait de lire ce genre d'affaires et ensuite se faire sa propre réflexion, bien sûr. J'essaie de m'exprimer au mieux, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait ces auteurs vont décortiquer l'affaire, ils vont essayer de dépasser le simple récit en fait, mais tout ça avec leur regard d'écrivain. C'est-à-dire que un juriste pur en fait ne pourrait pas analyser l'affaire et la reconstituer entre guillemets de la même manière, puisqu'il aurait forcément une autre vision des choses et une autre approche totalement différente. Alors personnellement, je n'ai pas de connaissances particulières en psychologie, mais ce que je remarque et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que lorsque on compare en fait par exemple ces romans, ces notes qui vont s'intéresser à une affaire judiciaire et à un profil particulier, à une personne particulière qui a par exemple commis un crime, à un récit de fiction, par exemple des romans de Maxime Chatham que j'aimais énormément lire lorsque j'étais plus jeune, en fait on se rend compte qu'il y a réellement très peu de... Il y a très peu de distance au final entre la fiction et ce qui ne relève plus de la fiction. Et certes, la fiction s'inspire de notre réalité, mais est-ce que la réalité parfois n'essaie pas aussi de s'inspirer de cette fiction? Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une question qui se pose dans ma tête et que j'aimerais pouvoir développer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et si vous avez des réflexions à ce sujet, je suis preneuse. Mais je trouve ça extrêmement intéressant en fait de voir à quel point la littérature entre guillemets s'imprègne de faits réels, mais est-ce que la réalité ne s'imprègne pas aussi de la littérature en un sens? Est-ce qu'il y a un apport vraiment mutuel ou non? Donc là je sors un peu du sujet, mais je trouvais que c'était un questionnement plutôt intéressant, donc je tenais à le partager. Pour conclure sur tout ce que je viens de dire, donc j'ai l'impression que c'est vraiment brouillon, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait de notes précises en fait. Enfin,
j'ai des notes, mais j'essaie de parler avec spontanéité parce qu'au final, je n'arrive pas à être très synthétique et je m'en excuse sincèrement si c'est dur à suivre. Mais ce que je tiens en fait à souligner ici, c'est que j'ai l'impression que l'écrivain, dans le domaine juridique, sa force principale, c'est entre guillemets de reconstruire une vérité. Il reconstruit une vérité, il s'imprègne d'une affaire en particulier et il va y apporter son esprit critique, il va y apporter son talent, sa force de mots, sa force d'esprit. Je trouve qu'en fait, ce que font ces écrivains, c'est vraiment une prise de risque en fait. Par exemple, si je prends le cas de Zola avec J'accuse, je trouve, mais j'admire, hein, j'admire Zola, mais en fait je me dis que il s'est dit vraiment je vais assumer en fait. Je vais prendre parti, je prends position et je m'affiche en fait sur la place publique. Je suis certain de ce que j'affirme et j'assume en fait. J'assume et je trouve que c'est vraiment une prise de risque que j'admire en fait, que j'honore. Et je trouve que la littérature a vraiment en fait ce pouvoir des mots qui est indéniable. Et ça me transcende en fait, puisque je trouve que tout d'abord, d'un point de vue totalement personnel, les mots ont un impact très fort sur moi, mais je me rends compte aussi qu'au niveau de la société, la littérature nous a permis d'évoluer, mais d'une manière vraiment intersidérale. Donc, je dénote le courage de ces auteurs, par exemple Flaubert, hein, qui a également pris des positions tranchées, mais je trouve aussi que la littérature nous permet, entre guillemets, de pouvoir positionner notre société sur une échelle d'une certaine progression, si je puis dire. Par exemple, par rapport au procès de Madame Bovary pour outrage à la morale, là on pouvait se demander, d'accord, mais qu'est-ce qu'être une personne morale aux yeux de la société à cette époque, quelle place la société laissait à la femme à cette époque. Donc voilà, je n'apprends rien de nouveau, mais on remarque en fait que souvent il y a un décalage aussi et que certes, à cette époque, on était peut-être réfractaire aux idées progressistes et on y est encore aujourd'hui, enfin j'espère que je me fais comprendre. On est souvent parfois réfractaire à certaines idées, en tout cas pour une partie de la population de la société. Justement, ces auteurs nous offrent en fait une autre vision du monde, une autre vision de la société, une autre appréhension de tout ce qui nous entoure, mais également de nous-mêmes. Et c'est grâce à ces auteurs, c'est grâce à ces histoires, c'est grâce à cet esprit critique qu'ils nous ont démontré qu'on a énormément avancé. Et je pense qu'il faut vraiment, je me répète, mais je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience et se dire que là, en fait, on a de l'or entre les doigts lorsqu'on a un livre, parce que c'est un univers entier qui nous est offert, en fait, et ça n'a pas de prix, en fait. Dans un dernier temps, je voulais également parler de l'effet thérapeutique de la littérature et de l'écriture. Donc je pourrais en parler d'une façon globale, puisqu'il y a énormément de choses à dire, mais puisqu'on est dans le domaine du juridique, donc du droit et de la littérature, je voulais parler de l'effet thérapeutique, par exemple, donc d'écrire un livre lorsqu'on a été victime en fait d'une personne ayant commis un ou des actes répréhensibles par la loi. Alors, en effet, il y a beaucoup de moyens d'expression, d'autant plus de nos jours où on dispose des réseaux sociaux, où tout va très vite, mais si l'on peut, en tout cas, accorder à la littérature une qualité principale, c'est que lorsque l'on écrit un livre, en fait, cela a une durée qui est permanente et quasiment éternelle. C'est-à-dire que les écrits restent et en fait, je vais parler donc de Vanessa Springora en l'espèce qui justement fait écho à cet effet peut-être thérapeutique d'écrire un livre et justement de pouvoir enfermer en fait l'auteur du crime, l'auteur du délit dans un livre qu'on aurait soi-même écrit.
Donc en effet, vous devez vous en douter, je fais référence à l'affaire Matzneff. Et d'ailleurs, je pourrais faire un parallèle en fait avec l'affaire d'Adèle Haenel. Donc là, c'est par rapport au cinéma, mais voilà, je pourrais faire un parallèle. Mais en fait, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de le souligner aujourd'hui, puisqu'en fait, au vu des événements récents, il s'avère très important en fait de continuer à s'indigner, de continuer à se battre pour nos droits, pour la justice et pour une société plus responsable, si je puis dire, puisque une certaine pédocriminalité semble pouvoir exister dans notre société de manière plus ou moins insidieuse, de manière plus ou moins discrète, et je trouve que c'est extrêmement condamnable et qu'il faut s'indigner, il faut s'insurger, il faut parler, puisque la parole, il faut oser s'exprimer en fait. Et voilà, à travers cette vidéo, je le fais à ma manière, mais je remercie et je salue d'ailleurs Vanessa Springora pour sa prise de position, pour son courage, parce que j'imagine que ce n'est pas simple, et voilà, je la salue pour cela. Ce qui est pertinent, si je puis dire, c'est qu'on est dans une double situation où d'un côté, en fait, cette situation est pénalement répréhensible, mais également on est dans une situation qui est totalement immorale. Donc là, c'est un jugement personnel qui, je pense, se doit d'être partagé, mais ce que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'en fait, Vanessa Springora, elle a été, entre guillemets, voilà, elle n'a pas été entre guillemets, elle a été victime, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a été enfermée, entre guillemets, également dans ce rôle de victime, puisque Matzneff ne s'est pas caché en fait d'écrire à ce sujet. Et en fait, voilà, Vanessa Springora, elle a eu un déclic et elle s'est rendue compte que pour guérir, pour passer à autre chose, ce qu'elle se devait de faire, c'était de lui rendre l'appareil en fait en enfermant l'auteur de ses actes en fait dans un livre. Et là on se rend compte d'un lien plus ou moins direct donc avec le domaine juridique, mais on se rend compte également de l'importance de la littérature, puisque celle-ci a un effet thérapeutique, mais un effet également condamnable, dans le sens où là on s'affirme en fait sur la scène publique, Vanessa s'affirme, Vanessa s'exprime, Vanessa parle, et c'est une façon de condamner Matzneff. Ce que je trouve très intéressant, c'est de comprendre qu'au final, même si on a une réponse juridique, que ce soit dans l'affaire d'Adèle Haenel, que ce soit dans l'affaire de Vanessa Springora, ou que ce soit dans toute autre affaire de toute personne ayant subi des actes similaires, en fait, c'est-à-dire que la réponse juridique ne sera jamais suffisante, puisqu'elle ne pourra jamais égaler en fait toute la souffrance engendrée par la cruauté de ces actes, mais également tous les traumatismes qui s'en suivent. Et ce que je trouve vraiment poignant en fait avec cette idée d'enfermer entre guillemets l'auteur de ces actes dans un livre, c'est que c'est une sentence, si je puis dire, qui se voit être en fait éternelle, dans le sens où cela reste, cela existe, les écrits restent. Et ça dénote encore une fois une force qu'on ne peut renier à la littérature, et c'est pourquoi je l'aime autant. Puisque je suis dans ce domaine donc, de la pédophilie, de la pédocriminalité, j'en parlais hier, je crois, avec l'une d'entre vous. En fait, on peut également citer Nabokov, Vladimir Nabokov et Lolita. Donc c'est une œuvre qui est extrêmement connue. Mais ici, on n'est pas dans une logique de complaisance, mais on est vraiment dans une logique de dénonciation. Et ça prouve encore une fois que les écrivains peuvent en fait user de leur talent, user de leur pouvoir, user de leur situation pour en fait apporter des bénéfices à l'évolution de notre société, mais également à l'évolution de notre façon de penser, que ce soit donc à petite échelle, mais à plus grande échelle. Et je trouve que c'est vraiment important. Et il ne faut jamais
cesser d'utiliser les mots justement pour essayer de nous faire évoluer vers le meilleur. Alors, comment conclure cette vidéo? Tout d'abord, vous remercier pour votre temps, pour votre énergie. Alors, j'ai l'impression au fil de ma vidéo que je me serais beaucoup plus focalisée sur l'utilité et l'importance de la littérature, mais j'espère néanmoins que vous aurez pu retrouver des clés de réflexion, des clés intéressantes. J'espère également que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon, que ma façon de m'exprimer aura été agréable à suivre et à entendre, que je n'ai pas parlé trop vite. Alors, ce que j'aimerais en fait réaffirmer à la fin de ma vidéo, c'est qu'en fait j'ai l'impression que la littérature est étroitement liée en fait au domaine juridique et plus précisément au droit pénal, puisqu'en droit pénal on va juger directement des individus et j'ai l'impression que la littérature est un espace en fait de compréhension de l'individu sans limite. Donc en effet, la littérature nous enseigne la tolérance, la littérature nous aide à nous ouvrir l'esprit, la littérature nous aide à développer un esprit critique beaucoup plus accru et en ce sens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas meilleur outil, si je puis dire, pour en fait apprendre à comprendre l'être humain que la littérature. Et c'est pourquoi j'encourage vraiment toute personne à lire, puisque la littérature c'est un puits de richesse sans limite. Et je pense que dès qu'on ouvre un livre, dès qu'on se plonge dans les lignes d'un auteur, au fil des pages qui se tournent, en fait on se renouvelle, on se redécouvre et parfois on renaît également. Et c'est pourquoi il m'importe d'ailleurs de faire une vidéo sur l'utilité, les utilités entre guillemets, sur ces bienfaits que peuvent nous apporter la littérature, parce que je trouve que voilà, la littérature c'est l'amour de ma vie. Je pense que vous l'avez compris et j'espère pouvoir vous en transmettre ces élans, ces effluves. Et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, merci beaucoup encore pour votre attention. Merci pour votre temps. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner votre avis, à aimer, à partager, à me retrouver également sur ma page d'écriture. Et voilà. Donc je vous embrasse. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire.